Hakimo MKHA. Franchement, c'est une vidéo très très difficile. Très très compliquée, très difficile. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des années, intellectuellement, je me suis posé énormément de questions. Et ces questions-là, j'ai pu les écrire et j'ai pu les réutiliser, les mémoriser, les réutiliser durant les interviews que j'ai pu faire avec tous les protagonistes que j'ai pu rencontrer, que ce soit au niveau de toutes les manifestations que j'ai pu faire par rapport aux sans-emploi, par rapport aux sans-papiers, par rapport à tout ce qui est lié à la danse hip-hop ou autre, tout ce qui est lié au graffiti, au street art, à la peinture. J'ai fait beaucoup de choses différentes par rapport au rap, par rapport au hip-hop, etc., etc. Et à un moment donné, je crois que j'étais en quête de connaissances et j'avais envie de savoir exactement ce qui gravitait autour de moi, à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau politique, au niveau intellectuel, au niveau scientifique, au niveau scolaire. J'avais faim, j'avais faim. La boulimie, aujourd'hui je me suis quand même un peu calmé, mais justement parce que je pense que j'ai plutôt bien mangé. Et je pense que j'ai trouvé les bons cuisiniers aussi, c'est-à-dire le bon restaurant où il y avait de la qualité au niveau de la manière de faire de la cuisine, voilà, avec les bonnes saveurs, etc., etc. Et c'est vrai que franchement, voilà, j'ai interviewé des journalistes, des photographes, moi-même j'ai pu faire des photos partout dans le monde entier, mais c'est pas, je dis pas ça pour me la péter parce que c'est pas le but. C'est pas de me la péter. Le but c'est de profiter, de dire que justement j'ai eu l'occasion d'aller un petit peu partout sur les 5 continents et que j'en ai profité pour prendre des photos, que j'en ai profité pour discuter avec des gens, parfois juste faire des gestes avec les gens. Et je me suis rendu compte que le hip-hop, la société, les questions sociétales, la manière de se fringuer, les couleurs, l'identité sociale, l'identité culturelle, religieuse, spirituelle, sexuelle, etc., etc., c'est des questions qu'on se pose dans le monde entier. Donc il y a une dimension anthropologique et humaine, effectivement, dans ma manière de poser les questions au niveau du hip-hop et du mouvement hip-hop. Voilà, il y a quelque chose aussi qui est lié vraiment à l'approche ethnologique, mais plutôt moderne par rapport aux méthodes que j'ai pu utiliser d'une manière instinctive ou par rapport à mes différentes lectures. Donc, contrairement à certaines personnes qui peuvent penser que j'improvise, non. Il y a un vrai travail de fond derrière, il y a un vrai travail de lecture, je me suis pris la tête grave de grave. Peut-être pas assez pour certains, peut-être trop pour d'autres, peut-être pile pour d'autres encore. Voilà, ça j'en sais rien. Et moi, après tout, très très franchement, voilà, moi j'étais en quête. Je cherchais, alors c'est quoi un politicien? C'est quoi ces gens-là qui nous dirigent, là notamment en France? C'est quoi ces gens-là qui dirigent le pays en Algérie, au Congo, au Sénégal, au Vietnam? C'est quoi ce pote que j'avais qui était cambodgien? Pourquoi il était en France? Toutes ces questions-là. Pourquoi les Portugais, ils étaient là, ils habitaient avec nous dans le quartier? Pourquoi les Français de souche, ils se barraient tous dès qu'ils avaient un petit peu de thunes et qu'il restait que en réalité des personnes qui étaient vraiment en très grande difficulté en fait, qui étaient français de souche, mais qui étaient en très très grande difficulté, voire même qui avaient moins de capital culturel peut-être que le nôtre. Donc bien sûr, j'ai été me poser des questions, j'ai été lire Bourdieu, j'ai été lire plein de trucs, et en même temps, je suis pas quelqu'un qui est forcément assidu et pointilleux. Et mon objectif, c'est, moi, je lis un truc, je l'oublie. Voilà. J'écoute un truc, j'oublie. Je regarde un bon film, je peux oublier. En fait, ça fait partie, moi, de ma mentalité, parce qu'en fin de compte, j'accorde pas énormément d'importance dans le fait de diffuser mes connaissances ou comment dire, de vomir comme ça mes connaissances pour faire croire aux gens que j'ai en face de moi que je suis sacré, que je suis quelqu'un d'important, que je suis quelqu'un d'intelligent. J'en ai rien à faire, très franchement.
J'en ai rien à faire. En fait, moi, le rap, qu'est-ce que c'est? C'est quoi le rap? Pourquoi, à un moment donné, même moi, je comprenais pas. Je tombais sur certains rappeurs et en fin de compte, pour moi, il n'y avait pas d'esprit hip-hop. Pour moi, il y avait rien là-dedans. Pour moi, le rap, c'était le rap et à la limite, le reste, c'était pas forcément important. Pour moi, il n'y avait pas de dimension réellement liée à une spiritualité, vraiment par rapport à une réflexion liée à la manière de vivre au quotidien. Voilà, par rapport à une culture ou une subculture, une petite culture qui est devenue très très importante et qui s'est associée et qui a complètement été frappée par le capitalisme ou l'hypercapitalisme, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc c'est vrai que très franchement, là j'arrive à un point aujourd'hui où j'ai vraiment été partout pour poser des questions, moi qui n'avais pas beaucoup de réponses. Et c'est vrai que moi j'ai toujours vu ma vie, pour moi, elle est pauvre. Elle a été pauvre. Elle a été très très pauvre. Mais elle a été pauvre par rapport à d'autres personnes et par rapport à certaines dimensions de la vie d'une personne. J'ai été pauvre financièrement, j'ai été pauvre d'un point de vue culturel, entre guillemets. Oui, 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 il y a une dimension de la pauvreté. Voilà. Moi, vous savez, ce qui est très 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 particulier, je pense par rapport à d'autres personnes là que je fréquente là depuis maintenant pas mal d'années, c'est que je me rends vraiment compte qu'il y a des gens vraiment, depuis qu'ils sont enfants, le hip-hop, la danse, le rap, la musique, tout ce qui est vraiment lié à la culture hip-hop, c'est extrêmement important pour eux parce que c'est lié à leur enfance. Ce qui n'est pas mon cas en fait. Moi, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai pas. C'est pas ça que j'ai vécu, moi. Moi, j'ai vécu autre chose. J'ai vécu les billes, j'ai vécu. Mais moi, quand je dis ça, c'est-à-dire que là où moi je vois que j'avais des potes qui étaient déjà branchés, en fait, même en sixième, on va même pas parler de la petite enfance, même en sixième, je voyais qu'ils étaient déjà branchés. euh, ça rappait déjà, ça essayait de rapper les textes d'assassins, par exemple, notamment, je me rappelle de Karim, mon pote, avec d'autres personnes, on était dans la cour de récréation du collège Henri Dunant à Meaux, dans le 7-7. Et je me rappelle que ça rappait. Ou je me rappelle aussi de mon autre pote H2000, un jour, il y a eu une espèce de fête foraine, ou je ne sais plus exactement ce que c'était exactement, mais une foire, on va dire. Et il est monté sur scène et là, il a lâché une partie du texte de NTM. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Parce qu'en fait, ma tête, elle était dans une autre dimension. J'avais d'autres problèmes qu'il fallait que mon cerveau traite. Je, je, je dois beaucoup à H2000, c'est vrai, la vérité. Hein. Je lui dois beaucoup parce qu'en fin de compte, lui, c'est une des premières personnes que j'ai vraiment vues avec Karim S. Voilà, c'est des gens vraiment que j'ai vu, en fait, ils ont baigné là-dedans tout de suite. Et moi, je sais pas, moi, en fait, c'est comme si j'étais ignorant, en fait, comme si j'avais le cerveau qui était vide. Mais c'est pas vrai, parce qu'il était rempli par d'autres choses. Il était rempli par l'odeur de l'Algérie, par l'odeur de la poussière algérienne. Il était rempli par ce qui me frappait, moi, personnellement, intimement, au fin fond de moi, par rapport à ce qui se passait avec mes potes. Voilà, moi, j'ai j'ai- 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 j'ai vécu avec un groupe de personnes, c'était les billes, et c'était le kung-fu, c'était les arts martiaux, c'était Bruce Lee, c'était un petit peu le foot. Mais c'est tout. Pour moi, ça n'avait aucun sens, le rap, le hip-hop. Et même la musique, c'est pas la musique que moi j'ai écoutée, c'est pas. Même que mes parents ils écoutaient, que les gens autour de moi écoutaient, les gens les plus proches, mes parents, mes frères et mes sœurs, c'était pas ça. Il n'y avait pas de hip-hop. Voilà. Moi, j'ai pas vécu ça en fait. Et pour moi aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour dire que pour moi, c'est pas important l'hip-hop. Je vous jure, c'est pas important pour moi le hip-hop. Pour moi, le hip-hop, c'est pas quelque chose qui encadre ma vie, qui est extrêmement important dans ma vie. Je pourrais vivre sans hip-hop. Voilà.
Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je ne respecte pas ceux qui ont vécu dans ce milieu-là, ou qui ont vécu ça, ou qui ont fait ça, ou qui ont travaillé dans ces milieux-là, ou qui depuis qu'ils sont enfants ou gamins, c'est par ça qu'en fait qu'ils ont sauvé leur vie d'une certaine manière. Moi, c'est pas ce qui s'est passé pour moi. Voilà. Et en fait, moi, c'est arrivé après, bien après, parce qu'à un moment donné, c'est comme si j'avais le sentiment, vis-à-vis de tous mes autres potes qui écoutaient de la soul, de la punk, du rap, de passer à côté de quelque chose. Voilà. Et c'est quand j'ai commencé quand j'ai trouvé un CD dans une brocante une fois d'Ella Fitzgerald, un peu par hasard, puis il s'est passé quelque chose, bizarrement, à l'intérieur de moi. Je rejetais tout ce qui était James Brown, tout ce qui était Barry White, etc., etc. Je rejetais. Je m'en foutais. J'ai même pas envie d'écouter ça. J'avais pas de plaisir. J'avais pas de. Et je sais pas. Un jour, il s'est passé quelque chose. Je crois que je refoulais finalement. Voilà, c'est ça un peu que j'ai envie de dire. Je refoulais en fait tout ça. Tout ce qui était lié à moi et à mon environnement, c'était très très présent autour de moi. Le rap, la danse, le grave. Mais, euh, mais en fin de compte, je le refoulais. Je le rejetais parce que j'avais pas envie de ressembler aux autres. J'avais pas envie. J'avais envie de ressembler à ceux que je voyais au bled. Ceux que je voyais en Algérie, notamment mes oncles, mes cousins, les gens dans la rue. En fait, je passais tous mes étés en Algérie, moi, en fait. Donc, j'étais pas en France pendant les étés. Pendant les 2 mois, en fait, moi, j'étais pas en France. Donc, je vivais pas, il y a des trucs que j'ai pas vécu, en fait. Et c'est vrai, même dans la tête, hein, et ça m'a épargné par rapport à certains phénomènes, événements qui se passaient pendant l'été, notamment. Voilà. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment lié à ça, en fait. Que moi, j'ai pas ce ressenti-là. Quand j'écoute du rail, je vous jure que c'est vrai, des certains morceaux de rail, quand je les écoute, ça me fout droit. Ça me fout droit. Ou quand j'écoute du Malouf, ou quand du Shabi, ça me fout droit. Ça me fait quelque chose d'incroyable à l'intérieur de moi. C'est enivrant. C'est une ivresse. Ça me fait un. J'évite même d'écouter certains morceaux de rail, hein, même actuels, hein, parce que il y a des morceaux c'est pas qu'ils vont faire chialer, c'est pas ça. Je vais pas chialer pour un morceau, c'est pas ça. Mais intérieurement, au plus profond de moi, il se passe quelque chose qui se passe pas avec moi, avec le hip-hop. Voilà. Ce que j'ai découvert grâce au rap, c'est l'écriture. L'envie d'écrire. Voilà, quand j'arrive à 17, 18 ans, je me dis, ils sont tous en train d'écrire. Ah, merde, putain, comment ça se fait que moi, ça m'attire pas. Et à me dire, mais pourquoi ils sont tous attirés par ça et que moi, je suis pas attiré par ça. Voilà. En plus, j'étais pas forcément attiré non plus par le rock'n'roll ou par la variété française ou par Jacques Brel ou je sais pas quoi. Je sais pas. Même la musique, c'était pas forcément important pour moi, même si j'ai eu un Walkman aussi. Mais c'était tellement difficile d'avoir des piles qu'il y avait toujours cette frustration que, en plus des piles de mauvaise qualité, qui faisait que à chaque fois j'étais frustré parce que je pouvais pas écouter tant que je voulais. Donc c'était toujours la galère, toujours la galère. Donc il y a une espèce de truc comme ça qui a fait que j'ai eu tellement faim qu'à un moment donné je me suis dit vas-y, aujourd'hui j'arrive à peu près à me débrouiller, je peux m'acheter des piles, je peux m'acheter un Walkman, je peux m'acheter du son, je peux m'acheter un CD. Tiens, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Et voilà, je tape dans toute la réflexion par rapport à la démolition des bâtiments et je sais pas, il se passe une explosion à l'intérieur de moi parce que j'adore, moi, c'est les bâtiments dans lesquels on a grandi, même si je sais que c'est insalubre, hein, mais je les adore parce qu'en fait, j'ai vraiment aimé les gens avec qui j'ai grandi, mes amis, mes frères, mes cousins, mais les gens, les Portugais, les Vietnamiens, Cambodgiens, mes voisins, j'ai adoré, moi. J'adorais tous ces gens-là. Là. Je les ai kiffés grave. Et en fait, à un moment donné, quand ils nous ont annoncé, quand c'était clair dans mon esprit, qu'ils allaient détruire tout notre quartier, comme dans beaucoup de villes en France, qu'ils allaient détruire mon bâtiment, j'ai pas pu faire autrement que de prendre une caméra. Et déjà, moi, je filmais beaucoup dans les mariages en Algérie. Beaucoup, beaucoup. C'était moi, en fait, qui était attitré, entre guillemets, on va dire, pour filmer dans les mariages. Donc, et d'ailleurs, j'étais même un peu obligé de filmer. Donc, au début, ça a commencé un peu avec
ce truc un peu d'être obligé de filmer. Donc, et tu fais comme si, tu fais comme ça, tu fais comme si, tu fais comme ça. Comme un cadreur, en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, non, non, vas-y, vas-y, je vais les filmer. Il faut que je filme mon bâtiment avant qu'il se détruise pour qu'un jour, je puisse le montrer à mes enfants, à des gens que j'aime. Et après, je me suis dit, mais mes enfants, ils vont avoir aussi des amis, ils vont aussi avoir des copains. Et mes copains, ils vont aussi avoir des enfants. Et pourquoi je ne ferais pas ça pour tous ces enfants-là et pour toutes ces personnes-là, et pour ceux qui ont vécu la même chose que moi, pour garder une trace. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à poser des questions. Et qu'est-ce que ça te fait le béton et le ciment? Et qu'est-ce que ça te fait d'habiter là? Et l'immigration, et la colonisation, et l'esclavage. Et pourquoi tu es sénégalais? Pourquoi toi tu es ivoirien? Et pourquoi moi je suis algérien? Pourquoi tu es tunisien? Pourquoi tu es marocain? Pourquoi on ne s'entend pas les uns avec les autres? Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Et les Français de souche, et la drogue, la toxicomanie, la délinquance, les brigands, les vandales, la drogue, tout, bam, 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 bam. J'ai commencé à me dire, ouais, et les maires, et le gouvernement, et comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont en galère, et comment ça se fait qu'il y en a d'autres à l'extérieur, qu'est-ce que c'est le centre-ville par rapport à tout ce qui se passe à la périphérie, et tac. Et là, je me rends compte finalement que tout doucement, tac, et sur tous les murs, il y a des graphes, et qu'un jour, je tombe sur un rappeur, et là, il se passe autre chose. Je me dis, ouais, comment ça se fait, lui, il m'a pas donné les mêmes réponses que les autres. C'est bizarre, tac. Je me dis, ouais, ouais, rap, ah ouais, d'accord, c'est ça, ouais, ouf. Et voilà, et j'ai commencé, et c'est là-dedans, c'est comme ça que je suis rentré dans le hip-hop. Même si moi, j'ai dansé un petit peu. J'ai dansé, je pense, comme n'importe qui d'entre nous, à notre époque, qui a un petit peu smurfé parce qu'il a vu Sydney à la télé, à chipper, à choper. Ou même dans le hall, ou même dans la rue. En été, quand il y avait le soleil au zénith, on était dehors, toute la journée, on était dehors. Donc ça, smurfait. Bien sûr que j'ai dansé. Et même mes amis, ils vous le diront. Eux aussi, ils ont dansé. Et à un moment donné, un jour, j'ai commencé à écrire parce que, peut-être par jalousie, je me suis dit, tiens, si les autres, ils écrivent, moi aussi, je vais être capable d'écrire. Moi, j'étais en première, j'étais en terminale B, sciences économiques et sociales. Forcément, on écrivait, on faisait des rédactions. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, si eux, ils sont capables d'écrire la Hesse, moi, je viens de la Hesse, moi aussi, je vais l'écrire. Il y a des mecs qui venaient même pas du quartier qui écrivaient la Hesse. Et moi, j'ai compris aussi que moi, je venais de la Hesse. Je me suis dit, mais moi, si, en plus, je fais des études, entre guillemets, hein, j'ai pas été très brillant, mais voilà, si je suis capable de faire des études, moi aussi, je peux être capable de rapper. Moi aussi, je peux être capable d'écrire. Moi aussi, je peux être capable de dire qu'est-ce qui se passe dans la société. Et c'est vrai que je suis tombé sur cette période qu'on appelle l'âge d'or du rap français, où il y a des albums de gueudins qui sont sortis, des albums de malades, où les gens, ils ont pu exprimer des choses incroyables. Prenons l'exemple juste de Fab. H2000, un jour, il me donne une cassette de Fab. Je la mets dans la voiture, je le dis dans une autre vidéo, dans une Renault 25 blanche, dans le garage, en mode quartier, tout seul, en galère. Et là, j'entends carotte, 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 carotte. Pour ceux qui connaissent ce son-là, je l'ai trouvé incroyable. Et là, il s'est passé quelque chose. Je me suis dit, waouh, waouh, il faut que je dise moi aussi ce que j'ai envie de dire. Il faut que j'exprime moi aussi ce que j'ai envie de dire. Mais le rap, ça ne m'a pas suffi. Je voulais plus et j'en fais encore plus aujourd'hui. Ça me suffit pas. Ça me suffit pas de faire des interviews de rappeurs ou de graffeurs ou de taggeurs ou de mecs qui représentent le mouvement hip-hop. Ça me suffit pas. Moi, ce que je veux, c'est écrire. J'ai toujours voulu écrire des romans, des essais que j'ai déjà écrits d'ailleurs. J'ai déjà écrit Amjora, j'ai déjà écrit Gabriel Lagdar, qui est plus un roman. J'ai écrit plein d'autres choses. J'ai écrit des récits, des poèmes. J'ai plein de choses que j'ai à gauche, à droite. J'ai fait je sais pas combien de toiles confinées à gauche, à droite. J'ai donné à des poteaux. Même eux, ils ne comprenaient pas. Mais, tu me donnes des toiles. Tu me donnes des toiles. Ils n'ont pas l'habitude. Les gens, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur donne des toiles. Mais quand on vient d'où je viens, quand on kiffe quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, on lui donne ce qu'on a. Le peu qu'on a, on lui donne. Et là, c'est vrai que, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'ai fait, franchement, tout ce que j'ai fait, je savais qu'à partir du moment où il y aurait un contrat, à partir du moment où il y aurait une boîte de production, ou qu'à partir du moment où on allait s'occuper de moi, ou qu'il y allait avoir de la finance, je savais que c'était foutu pour moi. Plus jamais j'arriverai à donner comme ça avec cette sincérité. Je ne dis pas que je suis parfait, c'est pas ça, hein, mais la sincérité, sans essayer d'arnaquer. Je l'ai fait avec mon cœur. Sinon rien. Comme le deuxième album du troisième œil. C'est la vérité. C'est avec le cœur ou sinon rien.
Voilà, moi, sinon, ça ne m'intéresse pas. Il y a un contrat, je change de personnalité, je change. S'il y a des clauses, je vais les respecter. Et moi-même, je vais négocier à tous les niveaux. C'est ça la vérité. C'est qu'aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé à filmer et interviewer les gens, jusqu'à même encore aujourd'hui, et je continue, je suis bientôt à la fin de mon projet, et bien vous savez, je l'ai fait avec le cœur. Et j'ai pu le faire avec le cœur. Et j'ai pu des fois me battre. Hein. Je me suis battu. Hein. Et il y en a, ils vont même dire que c'est vrai que des fois, j'ai même forcé un peu le destin. Parce que je me suis battu pour pouvoir, des fois, aller vers certaines personnes et me battre pour réussir à les avoir. Des fois, je me suis déplacé. Je fais beaucoup de kilomètres. Et tout seul. C'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui savent pas l'investissement que ça représente de faire un tel projet. Voilà. Et l'ingratitude aussi qu'il peut y avoir hein, aussi, hein, par rapport au fait d'aller voir telle ou telle personne, de ne pas avoir forcément la reconnaissance, ou que ce soit pas relayé, ou partagé, etc. Tout ça, je le connais, je l'ai vécu tout seul. Voilà. Donc, j'ai tout produit moi-même, tout l'oseille vient de moi-même, la réflexion vient de moi-même, et en même temps, on fait de l'art avec de l'art. J'ai réussi à faire tout ça grâce à tous les artistes qui m'ont influencé, en dehors même du hip-hop, du mouvement hip-hop. Mais c'était ça quand même le sujet. Le sujet, c'est le hip-hop, le mouvement hip-hop. C'est-à-dire que c'est pas possible pour moi de dissocier le mouvement hip-hop de toute la charge ou la décharge affective sociétale liée à l'immigration, notamment par rapport au hip-hop français, ou au hip-hop mondial, ou le hip-hop américain. C'est pas possible. Pour moi, on ne peut pas dissocier les deux. Et ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que l'industrie de la musique a réussi à fracturer. Si au moins il y avait une dissociation, ça veut dire qu'il y aura des nuances. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, il y a une fracture nette. Pas une fissure, une fracture nette de net entre tout ce qui se passe dans la société, qui est complètement instrumentalisé, la délinquance, etc., etc., et la délinquance, notamment parce que, attention, c'est ça. Aujourd'hui, le rap, c'est ça. C'est ça qu'on essaye de véhiculer comme image du rap. C'est une image de bandit, une image méchante, une image de crédibilité, de street crédibilité, mais pas par rapport au fait d'avoir vécu dans un quartier. C'est par rapport au fait d'avoir vécu dans un quartier, mais d'avoir vécu des choses qui sont liées directement à la prison, à la garde à vue, à la drogue, au banditisme, à l'argent, etc., etc. C'est ça qui va pas. Et ça, c'est l'industrie qui a fait ça. Le hip-hop, ce n'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je sais comment me positionner par rapport à tout ça. Et c'est ça que moi, j'ai cherché à dire aussi à travers mon projet, c'est que c'est une belle arnaque, en fait, que nous tape l'industrie de la musique, surtout de la musique, et du spectacle, hein, du monde du spectacle et de l'événementiel, notamment à Paris. C'est qu'on instrumentalise en fait cette culture qui est une véritable culture, qui est la dernière, peut-être la dernière des cultures qui est née là, dernièrement, dans le monde. C'est une des dernières cultures qui est née. On est en train de vivre quelque chose d'assez exceptionnel finalement. Et ben en fait, c'est complètement détruit. Et c'est complètement. Quand je dis détruit, attention, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la destruction. C'est-à-dire, on n'est pas loin de détruire, de chercher à détruire cette culture-là. Cette culture qui a fait qu'à un moment donné, nous, on a pu se libérer. Non, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Même si je ne suis pas un braqueur, il faut que je te casse en deux, je te casse en deux. Tu vois? Moi, je ne suis pas un mec du hip-hop. Il y a des mecs qui sont purement hip-hop, qui n'ont jamais vécu dans un quartier, qui ont vécu à côté du quartier. Et qui sont hip-hop. J'en ai vu, j'en connais plein. Il n'y a pas de problème. Moi, je viens d'un quartier et je suis pas hip-hop. Je ne me considère pas comme hip-hop. Je suis un mec de quartier avant tout, un mec du ghetto, un mec du terre-terre, un mec du bâtiment Champagne, du bâtiment d'un bloc. C'est ça, c'est comme ça que moi je m'identifie. Comme un mec qui vient d'un quartier populaire avant tout. Après, il y a la culture hip-hop qui est derrière. Et il y a des mecs, ils viennent d'un quartier et en même temps ils sont hip-hop. Et il y en a qui viennent d'un quartier et ils sont juste rappeurs. Ils sont juste rappeurs. Ils ne sont pas dans la culture hip-hop. Et c'est tout ça qui est très intéressant
à vérifier et à analyser finalement. Donc moi, c'est vrai que dans l'idée, pour finir, et c'est là où je voulais en arriver, j'adorerais faire une exposition autour des phénomènes sociaux qui sont déroulés en même temps que l'évolution du mouvement hip-hop. Et pas forcément faire qu'un truc sur l'immigration, la décolonisation, l'esclavagisme, même le néo-esclavagisme, même le néo-colonialisme, etc., le racisme, la discrimination, la ségrégation, tout ce qu'on veut, et ne pas l'associer au mouvement hip-hop. J'ai envie de faire les deux. J'aimerais bien réussir à faire les deux. Et ce qui manque, moi, je trouve, beaucoup dans tout ce qu'on peut retrouver au niveau magazine, etc., c'est cette association. Voilà, cette association. Et je ne suis pas dans la juxtaposition non plus des deux. Voilà. C'est du mouvement hip-hop par rapport à tout ce qui est sociétal. Tout s'imbrique. C'est un mouvement qui va ensemble. Et moi, j'ai envie de faire de la réalisation de fiction. Je parlerai toujours de hip-hop d'une manière ou d'une autre. Et moi, je serai toujours hip-hop. Mais avant d'être hip-hop, je suis un mec de quartier. Quelle que soit mon histoire, même s'il y a certaines choses que j'ai pas vues, que d'autres que j'ai pas vécues et que d'autres ont vécu par procuration, que j'ai vécu par procuration, etc. Je suis un mec du terre-terre et je le resterai jusqu'à la fin de ma vie, avec ou sans argent ou avec de la notoriété ou autre. C'est comme ça. J'ai un honneur. L'honneur, c'est celui de mettre en valeur ce qu'ont vécu mes parents, mes aïeuls. J'oublierai jamais tout ça. J'oublierai jamais. Et le hip-hop, c'est ça qui m'aide à faire. C'est ça qui m'aide à faire. C'est, mine de rien, en tant que mec de quartier et en tant que fils d'immigré, je ne baisserai pas mon froc. Voilà, je ne baisserai pas mon froc. Je suis un fils d'immigré, fier de l'être. Je suis un fils d'immigré ouvrier en France, fier de l'être. Et je suis un fils d'immigré algérien et je suis fier de l'être. Et ça, je l'oublierai jamais. Et ça, pour moi, ça passe avant le hip-hop. Le hip-hop, pour moi, il est très, très, très éloigné. Voilà. Mais je respecte aussi le mouvement hip-hop. Moi, je ne suis pas forcément lié à tout ce qui est lié à la nation Zoulou. Je serais plus lié à tout ce qui est Black Panthers. Très sincèrement. C'est plus ça, moi, qui m'anime. Parce que c'est ça que ça m'a appris, moi, le hip-hop. À aller retourner vers la source, la soul et la funk. Et j'ai fait un gros projet international par rapport à la soul et la funk qui s'appelle Sahab la soul et de la funk. Et pour moi, ce projet, il est plus important que le projet hip-hop que j'ai fait. Et il sera plus important que tous les autres projets. Si ce n'est le projet que j'ai fait par rapport à la démolition des bâtiments. Et par rapport à tous ces projets de manifestation que j'ai pu faire partout. Et qui s'appelle le Franco-Algérien Manifeste. Hakimo, le Franco-Algérien Manifeste. Ça, c'est le plus important que j'ai fait et que je ferai dans ma vie. Toutes ces interviews des gens que j'ai aimé très, très, très profondément, que j'aime encore d'ailleurs, et que je pense que j'aimerais toute ma vie, même si je ne les revois plus. Et c'est ces interviews-là qui comptent pour moi. Ce n'est pas les interviews de rappeurs, de danseurs, etc. C'est les gens que j'ai vus dans la rue, dans le quartier, dans le hall, et qui m'ont laissé les interviewer. Voilà, c'est ça qui est pour moi qui est important. Et pour moi, c'est ça mon projet. Et c'est ça qui fait que mon projet, il est hip-hop. Voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et j'ai saisi l'occasion juste de laisser une trace comme ça parce que je passe en mode fiction. Et je sais que bientôt, en signant des contrats, je sais qu'en me retrouvant autour de table à discuter avec des gens, et à essayer de négocier, parce qu'on ne peut pas non plus me la faire à l'envers aussi facilement que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris. En même temps, je ne suis pas redoutable non plus. Je suis quelqu'un de sympathique, tranquillement. C'est normal aussi de se prendre des petites carottes, etc., etc. Ça fait partie du jeu. Voilà. Mais on est dans une autre dynamique et gymnastique. Mais voilà, j'oublie pas que je suis un fils d'immigré. Et n'oubliez pas que je resterai un fils d'immigré. Et même s'il y en a qui veulent me dire non, tu n'es plus un fils d'immigré, tu es un Français, etc., etc. Oui, Français, oui, si on veut. Dites ce que vous voulez d'ailleurs. Mais je reste un fils d'immigré et j'ai l'honneur juste de me présenter en tant que fils d'immigré. Voilà. Et ça ne m'empêchera pas de faire ce que je veux. S'il faut que j'aille
que je sorte de toute cette mentalité-là pour après y revenir. Si j'arrive à y revenir, on verra. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et si je ne reviens pas, tant pis, c'est pas grave. Parce que tous les projets que j'ai faits, au moins ils auront le mérite d'exister, d'être là, dans mon cœur, dans les disques durs, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Merci à toutes les personnes qui ont compris mon message, le message que je suis en train de dire là. Voilà, qui l'ont bien compris. Et merci à ma famille et merci à l'Algérie. Voilà, parce que ceux qui ont permis que je fasse tout ce projet-là, ils ne sont pas ici en France, ils sont en Algérie. Malheureusement, il y en a pas mal qui sont décédés. C'est des gens que j'aimais énormément, que j'ai aimé énormément, plus que tout le monde, parce qu'ils m'ont donné énormément d'amour. Parce que pendant l'enfance, l'État français, la France, la scolarité, il n'y a pas beaucoup de gens qui nous ont donné de l'amour. Voilà, ils ont voulu notre perte, ils nous ont mis des produits entre les mains, ils ont voulu mettre de l'argent entre les mains, ils nous ont mis dans des blocs pourris, ils n'ont pas voulu, ils nous ont pas donné d'amour. Mais en Algérie, on m'a donné de l'amour, et l'amour que j'ai reçu, il vient de là. Voilà. Mais je respecte la France aujourd'hui, et de plus en plus je la respecte. Parce que ça y est, ça commence à changer. Mais attention, on va. Il faut faire très attention, il ne faut pas se laisser faire. Il faut rester humain, avant tout humain. Animal et humain, mais pas des robots. Hakibo, voilà, s'exprime, je me suis exprimé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, je pense que globalement j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est important pour moi. Voilà, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. De toute façon, je continue à faire des vidéos. Et je continue à vadrouiller dans le hip-hop et à faire les choses. Voilà, mais j'ai bientôt fini mes affaires. Hakimo, on arrive bientôt au sommet là.